ce travail d'élaboration, d'établissement d'un atlas du foncier invisible pour le Grand Poitiers, porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est venu nous chercher ce programme, nous PUCA, service d'innovation et d'expérimentation du ministère en charge de l'urbanisme, pour travailler sur, on va dire, l'atterrissage du zéro artificialisation nette dans les villes moyennes. Le sujet n'est pas de gouverner par le zéro et d'interdire, mais bien de faire autrement, de faire mieux avec moins. Alors Grand Poitiers, c'est une agglomération qui comprend 40 communes, et c'est vrai que donc ce projet de territoire pilote de sobriété foncière, il a été fait au niveau de l'EPCI, au niveau du Grand Poitiers. Donc la première chose était de définir les contours de la sobriété foncière. C'est pour ça qu'on a fait ce petit atlas théorique de comment faire la ville sur la ville sans avoir à artificialiser. On a essayé de prendre des situations urbaines courantes sur les ressources bâties et les ressources foncières dont on dispose déjà. Où est-ce qu'on construit en fait sans artificialiser? Donc là, c'est plutôt les formes urbaines qu'on va regarder. Et c'est finalement actionner chaque situation. Peut-être qu'il n'y a pas de friche, mais peut-être qu'il y a beaucoup de vacances, peut-être qu'il y a beaucoup de sous-occupation à cet endroit-là. Et finalement, comment est-ce qu'on fabrique la sobriété foncière en actionnant toutes ces situations de manière assez transversale. On sait qu'on a 3 millions de logements vacants en France. Donc ça, c'est un gisement. Il y a un autre gisement dont on parle dans l'Atlas, c'est les questions de sous-occupation des logements, composé de 3 pièces de plus que le nombre de personnes dans le ménage. Ce qu'il faut, c'est autre chose. Il y a tout un panel de solutions dans l'idée de produire sans forcément construire. C'est l'idée d'avoir un regard vraiment sur les quartiers existants, les tissus existants, pour voir comment les améliorer, en fait, comment apporter du lien social, comment apporter plus de qualité urbaine aussi, et comment, tout en densifiant, en fait, comment réparer ces tissus à accueillir des nouveaux logements, de l'activité, une forme de diversification des fonctions aussi. Donc l'Atlas, il parle aussi de tout ça. Comment est-ce qu'on veille à conserver une qualité urbaine et comment est-ce qu'on le reboucle avec un récit sur la transition écologique, sur la bonne programmation et sur la qualité urbaine. Le projet est vraiment basé sur le fait que la ville doit pouvoir se projeter sur un avenir où elle va pouvoir être plus autonome, donc plus autonome en énergie, plus autonome en alimentation et sur l'artificialisation des sols, donc gros sujet aujourd'hui sur l'architecture et l'aménagement du territoire. On est vraiment parti sur un principe de rénover plutôt que de construire et d'essayer au maximum de rester dans les enveloppes existantes de la ville. On a développé une vision Saint-Loubès 2050 avec cet esprit qu'il faut garder cette ville comme une ville à la campagne. Et là, l'idée, c'est de densifier ce centre-ville pour qu'on puisse, dans la même enveloppe, faire habiter plus d'habitants. Donc, on a aussi les hameaux. Là, l'idée, c'est d'en garder le contour de manière à ce qu'on arrête de grignoter sur ces terres naturelles et agricoles. La loi nous aide avec la ZAN, mais c'est vraiment vers ça que nous, on est convaincus qu'il faut aller. À l'intérieur de la ville, on a une coulée verte avec un ruisseau, donc coulée bleue. On parlait de résilience alimentaire. On a sur la parcelle une surface agricole de 6 hectares qu'on va conserver. Un jardin paysager sublime qu'on va ouvrir en parc public. Et donc ce fameux ruisseau qui traverse le terrain, mais qui connecte aussi la ville du nord au sud, parce qu'on a un collège à proximité et en fait ça va permettre aux collégiens qui habitent au sud de la commune, au lieu de prendre la voiture, de venir avec le vélo. Voilà. Un des projets du tiers-lieu sur le domaine de Modéry, ça sera de travailler donc cette surface agricole existante pour en faire une ferme maraîchère, parce que notre grand principe, c'est de pouvoir nourrir les enfants des cantines avec nos légumes. Avant de parler un petit peu plus de l'éolien, je voudrais saluer la présentation qui a pu être faite par ma collègue de Saint-Loubès. Tant l'élu local, en l'occurrence le maire, que l'architecte, ce sont des personnes qui sont soumises en tout cas à des obligations de respectabilité, à des obligations de déontologie et à des obligations de respect d'un certain nombre d'engagements. L'architecte, il prête serment, il respecte une déontologie, il s'est engagé, on a fait de longues études pour faire cette profession et on s'engage justement à appuyer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je considère que l'architecte doit être l'acteur central justement de la transition écologique. La lutte contre l'artificialisation des sols, elle doit être contextualisée. Elle doit être justement en référence avec des espaces fragiles, des espaces en devenir. Et cette approche-là, elle est différente sur tous les territoires. Un bâtiment public, ça se recycle. C'est plus compliqué, c'est pas plus cher, mais derrière on garde quand même une logique de travail sur le site. On va réutiliser des matériaux, on va conserver une implantation qui est pertinente. La démolition n'est pas la solution à tout, et il y a vraiment tout un travail, je dirais, d'écologie urbaine et de renouvellement urbain à travailler dans cet espace-là à tous les niveaux. Il faut vraiment en garder conscience. Je m'adresse aux élus et je sais que les architectes ils sont sensibles. Déjà un grand merci
à Agnès Langevin, qui est deuxième vice-présidente à la région Occitanie en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. L'artificialisation des sols représente chaque année sur l'ensemble de la métropole 25 000 hectares. Et au vu des tendances actuelles, si on ne faisait rien, en 2030, 280 000 hectares seraient artificialisés, c'est-à-dire la superficie du Luxembourg. Un certain nombre de communes, c'était le cas de la mienne, avaient pris les devants, notamment en adoptant un plan local d'urbanisme qui prévoyait que désormais il y ait une obligation de 40% de perméabilisation des sols sur toute opération de construction. Pareil, ça n'empêche pas la construction, mais ça permet d'obliger aussi l'architecte et puis globalement le promoteur ou toute personne qui construit. Lausanne nous oblige à aller plus loin et à assumer ce débat-là. Mais je veux vraiment souligner aussi la problématique pour nous, évidemment d'être dans un dialogue avec les architectes et donc que les projets soient réfléchis avec la population et les élus locaux, évidemment, mais aussi vraiment pointer du doigt la nécessité d'être accompagné. Le ZAN est une opportunité pour repositionner le foncier au cœur des politiques d'aménagement. Il apporte un véritable intérêt si sa dimension réglementaire est dépassée pour privilégier sa capacité à dynamiser les stratégies foncières et à mettre en cohérence territoriale les projets. Atteindre l'objectif zéro artificialisation nette appelle des mesures ambitieuses, au premier rang desquelles modifier les règles d'urbanisme pour favoriser le renouvellement urbain et la densification de l'habitat et renaturer les espaces artificialisés laissés à l'abandon.